Le 27 mai 1980, Dorothy Jane Scott, une jeune secrétaire de 32 ans, conduit son collègue à l'hôpital après qu'il ait été mordu par une veuve noire. Mais voilà, à 23 h, alors qu'elle se rend à sa voiture sur le parking de l'hôpital, elle va tout simplement disparaître. La question qui va se poser, c'est est-ce que sa disparition est liée aux dizaines et dizaines d'appels téléphoniques anonymes qu'elle recevait déjà depuis quelques temps? Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Dorothy Scott, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire où il y a tout simplement un corbeau dans l'histoire, une personne qui appelle la victime au téléphone pour lui donner des menaces. Et donc voilà, ce genre d'histoire, c'est toujours très mystérieux et moi en tout cas ça me fait vraiment froid dans le dos. Donc j'avais envie d'en partager une aujourd'hui avec vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. C'est très important si vous voulez me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Alors voilà, n'hésitez pas. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne, il y a le petit thanks, merci, qui est en dessous de la vidéo et vous pouvez faire un don à la chaîne de la valeur que vous voulez tout simplement. Bon voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Dorothy Jane Scott est née le 23 avril 1948 en Californie. En 1980, elle était mère célibataire de 32 ans et vivait aux États-Unis et plus précisément dans la ville de Stanton en Californie. Elle y vivait avec sa tante ainsi qu'avec son fils Sean, qu'on appelle aussi Shanti et qui avait seulement 4 ans. En fait, le père de Sean avait décidé de ne pas du tout s'occuper de lui, il était même parti vivre dans le Missouri et donc Dorothy était vraiment la seule mère, le seul parent de son enfant. Dorothy était la secrétaire de 2 magasins qui se situaient à Anaheim, donc à seulement 20 minutes de chez elle. Ces 2 magasins étaient en fait tenus par un seul et même patron. À la base, les magasins appartenaient en fait à Jacob, le papa de Dorothy, mais il avait vendu. Dorothy avait quand même fini par travailler là-bas, par contre, le magasin où elle travaillait était quand même un magasin assez décalé. On y vendait de l'encens, des perles d'amour, des lampes à lave, et il y avait cet univers qui était totalement différent, même à l'opposé de la personnalité de Dorothy. Elle était en fait décrite par ses collègues comme assez casanière, elle aimait beaucoup rester chez elle, elle était d'ailleurs une grande chrétienne. Elle ne buvait pas d'alcool et ne prenait aucune substance, ce qui était tout de même en opposition avec ses collègues. Malgré tout, elle avait quand même une bonne entente avec eux et ils savaient que Dorothy était une personne très gentille sur qui on pouvait compter. Dorothy était aussi restée très proche de ses parents qui vivaient justement à Anaheim et qui gardaient tous les jours Shanti, leur petit-fils, pendant que Dorothy allait au travail. D'ailleurs, les parents de Dorothy, Vera et Jacob, se rappellent que Dorothy n'a jamais vraiment eu d'amis fixes. Ils se rappellent d'ailleurs que parfois elle sortait pour aller voir des gens, mais c'était assez rare et elle préférait quand même rester chez elle et c'est sans doute pour ça qu'elle n'avait pas vraiment d'amis. Mais plongeons-nous maintenant dans la journée du 28 mai 1980. Ce jour-là, Dorothy avait une réunion assez tard avec ses collègues de travail. Comme à son habitude, elle avait alors déposé son fils chez ses parents, puis s'était rendue à sa réunion. Tout va se passer normalement, mais à 21 h, Dorothy va remarquer que son collègue, qui s'appelle Conrad Bostron, a l'air un peu bizarre et puis il a une grosse marque rouge sur le bras. C'est suite à ça que Dorothy et une de ses collègues, qui s'appelle Pam Head, ont quitté toutes les deux la réunion en compagnie de Conrad pour l'amener jusqu'à l'hôpital. En fait, c'était aux urgences du UC Irvine Medical Center. Sur le chemin de l'hôpital, Dorothy s'est quand même arrêtée chez ses parents pour voir son fils et lui dire que peut-être elle reviendrait tard. Et puis après ça, tout le monde s'est rendu à l'hôpital. Une chose qui est quand même très importante à savoir, et vraiment retenez bien ce détail pour la suite, c'est qu'à sa réunion, Dorothy avait une écharpe rouge. Mais en passant chez ses parents pour voir si son fils allait bien, elle a changé d'écharpe et en a mis une noire pour aller jusqu'à l'hôpital.
Bon, à l'hôpital, il sera déterminé que Conrad avait en fait été mordu par une araignée assez dangereuse, une veuve noire, et donc il a été soigné d'urgence. Pendant ce temps-là, Dorothy attendait dans la salle d'attente avec sa collègue Pam, et les deux sont restés ensemble tout le temps. À aucun moment elles ne se sont séparées, personne n'a été aux toilettes, vraiment elles étaient tout le temps ensemble dans la salle d'attente. 2 heures plus tard, donc à 23h, Conrad est enfin libéré et ils vont pouvoir quitter les urgences. Mais avant ça, Conrad doit passer au comptoir pour prendre son ordonnance et signer quelques petits papiers. Comme Conrad n'est toujours pas en très grande forme, Dorothy va dire écoute Pam et Conrad, vous allez signer les papiers, prendre l'ordonnance et pendant ce temps-là, moi je vais au parking chercher la voiture pour l'amener juste devant l'entrée, comme ça Conrad n'a pas à trop marcher. Juste avant d'aller au parking, Dorothy est passée aux toilettes et puis ensuite, elle est partie seule sur le parking. Conrad et Pam de leur côté ont rempli les papiers d'hôpital, ce qui a pris à peu près 15 minutes. Une fois que tout était en ordre, tous les deux, ils sont sortis, ils sont restés devant l'entrée des urgences. Ils ont attendu quelques minutes, mais même au bout de quelques minutes, Dorothy n'était toujours pas là. Conrad et Pam ont trouvé ça un peu bizarre, donc ils ont décidé de marcher jusqu'au parking pour essayer de voir ce qu'il se passait. Peut-être qu'elle était en panne, qu'elle avait un problème. Quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas resté là à ne rien faire, donc ils ont marché quelques mètres pour la rejoindre. Mais voilà, soudain, pendant qu'ils sont en train de marcher, ils vont voir la voiture de Dorothy foncer sur eux comme à toute vitesse et la voiture avait ses pleins phares et donc clairement, ils étaient éblouis par toute cette lumière et les phares étaient dirigés vers eux, donc ils n'ont pas pu voir qui était au volant de la voiture et on aurait même dit que la personne au volant ne voulait pas être vue. Malgré tout, ils vont essayer de faire de grands signes pour attirer Dorothy, mais la voiture ne va pas du tout faire attention à eux et elle va prendre un virage serré à droite pour sortir du parking. À ce moment-là, Conrad et Pam trouvent ça extrêmement étrange, mais ils essayent de relativiser et ils se disent bon, peut-être que Shaun, son fils, a eu un gros souci, elle est partie en urgence, elle a eu très peur. Ils se disent on va attendre un petit peu, on verra bien si elle revient. Ils vont attendre 2 heures, mais à 1h du matin, c'en est trop. Dorothy ne revient pas, ils sont inquiets et donc ils vont avertir la sécurité de l'hôpital que quelque chose ne va pas avec Dorothy. Il faut savoir que dans l'hôpital, il y avait des policiers qui étaient tout le temps là, donc c'était très facile pour eux de trouver une personne à qui parler de cette histoire, sauf qu'en fait, dès qu'ils ont dit que Dorothy était majeure, qu'elle était partie comme ça, les policiers se sont dit c'est pas très bizarre, elle est majeure, elle a le droit de partir, elle a eu une urgence, je vois pas pourquoi on sonnerait l'alerte directement. Conrad et Pam vont ensuite demander pour avoir un téléphone et ils vont appeler les parents de Dorothy qui vont leur confirmer que Dorothy n'est pas repassée chez eux et que donc ils sont toujours avec leur petit-fils. Évidemment, les parents vont s'inquiéter, eux aussi vont téléphoner à la police, mais là non plus, les policiers ne vont rien faire pour eux, on ne va pas les prendre au sérieux. La nuit passe et nous sommes maintenant quelques heures plus tard, soit le 29 mai à 4h30 du matin. Les premières lueurs du jour vont arriver et la voiture de Dorothy, elle, va être retrouvée. C'était un break Toyota blanc de 1973 et la voiture a été retrouvée en train de brûler dans une ruelle de Santa Ana à environ 16 km de l'hôpital. Malheureusement, il n'y avait aucune trace de Dorothy à l'intérieur ni d'un éventuel ravisseur. Mais évidemment, à partir de là, les enquêteurs vont enfin prendre l'affaire au sérieux. Dès le début de l'enquête, les policiers se sont tous mis d'accord pour dire que sans doute, quelqu'un s'en était pris à Dorothy. Surtout quand ses proches vont parler aux enquêteurs des mystérieux appels téléphoniques qu'elle recevait depuis déjà quelques mois. En fait, Dorothy recevait ces appels lorsqu'elle était au travail. La personne au téléphone était un homme non identifié qui l'appelait pour lui faire part de son amour obsessionnel pour elle, mais aussi de son intention de la tuer. La mère de Dorothy a d'ailleurs expliqué à des journalistes. Un jour, il l'a appelée et lui a dit de sortir parce qu'il y avait quelque chose pour elle. Elle est sortie et il y avait une seule rose rouge morte sur le pare-brise de sa voiture. De plus, sa maman expliquera aux policiers qu'un appel avait énormément traumatisé Dorothy et elle expliquera que l'homme lui avait dit « Je te couperai en morceaux pour que personne ne te retrouve jamais ». Il faut vraiment se rendre compte que ces appels horrifiaient vraiment Dorothy et 1 semaine avant sa disparition, elle avait commencé à prendre des cours de karaté et était même en train de penser à l'achat d'une arme de poing.
Dorothy avait aussi expliqué à ses collègues qu'elle avait très peur parce que justement, l'homme au téléphone l'espionnait et il connaissait des détails vraiment très très précis de sa vie, des détails de sa vie de tous les jours, des choses qu'elle avait fait dans la journée, ce qu'elle portait. Et ça, c'était vraiment étrange et ça la mettait vraiment mal à l'aise. Mais on sait aussi que Dorothy avait expliqué à ses proches que la voix de l'homme lui paraissait familière. Juste, elle n'arrivait pas à la replacer, mais elle savait que cette voix, elle l'avait déjà entendue dans sa vie. Mais ce qui va vraiment convaincre les enquêteurs que cet homme qui appelait Dorothy anonymement est bel et bien son ravisseur, c'est un événement qui va se passer une semaine après la disparition de Dorothy. Ses parents ont reçu un appel téléphonique d'un homme non identifié qui a dit « je l'ai » et qui a raccroché. Après ça, le même homme a rappelé presque tous les mercredis lorsque Vera, la maman, était seule à la maison. À chaque fois, son but était simplement de dire qu'il avait tué Dorothy, qu'il avait tué sa fille. Évidemment, Vera en parlera à son mari et aux enquêteurs et donc les policiers vont décider d'enregistrer la ligne téléphonique de la maison des parents de Dorothy, mais le problème c'est qu'à chaque fois que l'homme anonyme téléphonait, il était tellement bref, il disait une petite phrase puis il raccrochait et le temps était tellement court que les enquêteurs n'arrivaient pas à localiser l'appel. La suite de l'histoire se passe le 12 juin 1980. Ce jour-là, un article sur l'affaire était apparu dans un journal local du comté d'Orange en Californie. Le même jour, un homme non identifié a appelé justement la boîte du journal qui avait fait paraître l'article et cet homme voulait parler à un journaliste et donc c'est un des rédacteurs en chef qui lui a parlé. Il ira ensuite voir la police et il expliquera que l'homme lui a dit « Je l'ai tué, j'ai tué Dorothy Scott. C'était mon amour. Je l'ai surprise en train de me tromper avec un autre homme. Elle a nié avoir quelqu'un d'autre et je l'ai tuée. » À partir de là, les enquêteurs ont donc eu un mobile pour le crime. L'homme qui avait donc voué une obsession à Dorothy s'en était pris à elle après l'avoir vue avec un autre homme et selon lui, elle était donc en train de le tromper. Mais pire encore, le rédacteur en chef qui avait eu justement cet homme au téléphone dira quelque chose de glaçant. L'anonyme savait en fait que le soir de la disparition, Dorothy se trouvait à l'hôpital parce que son collègue s'était fait morte par une veuve noire. Mais aussi, il savait qu'avant d'aller à l'hôpital, Dorothy portait une écharpe rouge et qu'arrivée chez ses parents, elle s'était changée et avait mis une écharpe noire. Donc, c'est la preuve ici que cet homme la suivait. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'aucun de ces détails avait été publié dans des journaux, donc seulement le coupable, celui qui la traquait, pouvait connaître tous ces détails sur la vie de Dorothy sur cette soirée. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'on se dit qu'il savait que le collègue avait été piqué par une veuve noire. Or, il aurait dû entendre une conversation pour le savoir. Alors on peut se dire, est-ce que cet homme s'est assis à côté d'elle dans la salle d'attente et qu'elle ne savait pas que c'était son ravisseur? Peut-être même que c'était un collègue qui passait par là, on ne sait pas, mais cette personne était suffisamment proche d'elle pour connaître la situation. Ce qui va être encore plus bizarre, c'est que l'homme anonyme dira, lui de son côté, qu'il a toutes ces informations parce que Dorothy l'aurait appelé au téléphone le soir de sa disparition lorsqu'elle était dans la salle d'attente de l'hôpital. Mais voilà, elle n'a jamais quitté Pam. Je vous ai expliqué qu'aucune d'elles n'a même été aux toilettes. Elles sont restées ensemble tout le temps et Pam est catégorique. Eh bien, Dorothy n'a jamais passé un seul coup de téléphone. Le seul moment où Dorothy s'est retrouvée seule, c'est en allant aux toilettes juste avant de partir sur le parking, là où elle s'est faite enlever. L'enquête tentera alors de progresser, mais malheureusement les enquêteurs n'avaient plus vraiment de pistes, et même s'ils savaient qu'il y avait un corbeau, qu'il y avait un homme qui appelait les parents de Dorothy, qui avait sans doute appelé Dorothy, qui l'avait traqué, on ne sait pas qui est cette personne, ils ne le savaient pas à l'époque, malheureusement on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Et donc, ils n'ont pas eu d'autre choix que de fermer le dossier. Ils ne savaient vraiment plus quoi faire en fait. Il y a bel et bien eu un petit espoir à un moment donné. Il y a une rumeur, certains journalistes en ont parlé, mais pas d'autres. Mais soi-disant, derrière la voiture de Dorothy, lorsqu'elle est sortie du parking, une autre voiture l'aurait suivie. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que peut-être elle a été victime de plusieurs ravisseurs. Mais, est-ce que cette deuxième voiture était bel et bien derrière elle pour la suivre? Est-ce que cette deuxième voiture s'est trouvée là par hasard? Ou est-ce qu'il y en avait vraiment une et que ça n'a pas été déformé avec le temps? Ça, je ne sais pas vous le dire, mais en tout cas,
Ça peut être une piste, je vous l'ai dit, mais on n'a pas plus d'informations. Malheureusement, l'enquête ne progressera pas et personne ne sera arrêté. Nous allons alors faire un saut dans le temps jusqu'en avril 1984. Il faut quand même se dire que depuis 1980, l'année de la disparition, Vera, la maman de Dorothy, continuait à recevoir tous ces appels anonymes du potentiel tueur de sa fille. Mais voilà, en avril 1984, pour la première fois, ce ne sera plus Vera qui répondra au téléphone, mais bel et bien son mari Jacob. Et grâce à ça, l'homme au téléphone va comme paniquer et il ne rappellera plus. Quelques mois plus tard, le 6 août 1984, un ouvrier travaillait sur le bas-côté de la Santa Ana Canyon Road et il va creuser le sol. Et c'est là qu'à seulement 10 mètres de la route, il va retrouver côte à côte des ossements qui ressemblent à ceux d'un chien et juste à côté des ossements humains. Il va rapidement appeler les enquêteurs qui vont confirmer qu'il s'agissait bien d'un chien et d'une femme. Le truc, c'est que dans un premier temps, les enquêteurs vont tous croire que les ossements étaient là depuis seulement 2 ans. En fait, il y avait eu un incendie dans le coin en 1982 et comme les ossements avaient été calcinés, les enquêteurs ne pouvaient pas vraiment en dire plus. Mais voilà, à côté du corps, en tout cas des ossements de cette femme, une montre et une bague turquoise ont été retrouvées. La mère de Dorothy a alors directement reconnu les effets personnels de sa fille et c'est là qu'on a pu avoir cette confirmation, qu'on a pu identifier Dorothy. On apprendra par la même occasion que sa montre qu'elle portait s'était arrêtée le 29 mai à minuit 30, soit 1h30 après sa disparition. Le 14 août, les os ont été officiellement identifiés comme étant ceux de Dorothy grâce à son dossier dentaire. Une autopsie a eu lieu, mais malheureusement, à cause de l'état du corps, on n'a jamais su ce qui était vraiment arrivé à Dorothy. Mais suite à ça, le corps de Dorothy a été rendu à sa famille et son enterrement a eu lieu le 22 août 1984. Par contre, et c'est vraiment triste, juste après que les ossements de Dorothy aient été retrouvés, ses parents ont reçu à nouveau des appels téléphoniques anonymes de ce même homme. C'était toujours des appels très brefs et l'homme continuait à dire qu'il était le coupable. Et puis finalement, le fils de Dorothy a lui grandi sans parents et sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa maman. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé. Moi en tout cas, c'est une histoire qui m'a vraiment troublée et j'ai beaucoup de peine pour la famille de Dorothy, mais même pour Dorothy qui a dû vivre un enfer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a intéressé comme toujours. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!